Autrement dit, il faut parfois attendre 100 heures avant que la quantité de produit présente dans l'organisme se soit réduite de moitié. Si on continue ce petit calcul, on découvre qu'il peut y avoir encore des traces de produits des semaines après le pic de la période de consommation. En outre, les benzodiazépines forment des dépôts muets dans l'organisme. En d'autres termes, elles s'accumulent dans les tissus adipeux du patient, puis se libèrent un beau jour sous l'action du métabolisme. On peut alors observer ce qu'on appelle chez les toxicomanes un flashback, c'est-à-dire un retour momentané des effets du médicament alors qu'il n'y a pas eu consommation. Le Valium n'est pas le seul médicament vendu sous forme générique. C'est également le cas du Rohypnol. Sa molécule est le flunitrazépam, ou Fluni dans l'univers des junkies. Autrefois, le Fluni était vendu en ampoule sous forme liquide. C'était commode pour les toxicomanes. Mais aujourd'hui, les ampoules sont interdites. Elles ont été trop souvent utilisées par des criminels pour endormir leurs victimes. Pour cette raison, les États-Unis ont totalement interdit le flunitrazépam. En Europe, les comprimés restent autorisés. L'usage abusif de comprimés est beaucoup moins aisé puisque la seule forme pharmaceutique autorisée ne permet pas de verser le produit directement dans un verre. Pour cela, il faudrait d'abord broyer le comprimé, ce que ces gens ne font pas en général. Le retrait des ampoules de flunitrazépam liquide au profit des seuls comprimés devrait donc permettre, au moins, de réduire les abus, même si, naturellement, on ne peut les exclure complètement. D'ailleurs, on déplore encore des cas d'utilisation criminelle de somnifères, dont un récemment dans une discothèque de Fribourg. Il y a 3 mois, je suis allée en discothèque avec des amis. J'avais un verre à la main, j'ai cherché où le poser et j'ai trouvé un espace sur une table. Puis je suis retournée danser pendant un quart d'heure ou une demi-heure. Je suis alors retournée prendre mon verre et j'ai bu quelques gorgées. Après, je ne me souviens plus de rien. C'est le trou noir. La seule chose que je sais, c'est que je me suis retrouvée dehors sur le parking. J'ai regardé mes vêtements, ils étaient tachés de sang. J'ai eu l'impression qu'on m'avait violée. À ce moment, elle n'avait absolument plus aucune volonté. Ça n'empêche qu'elle a tout de même vécu ce viol, même si elle ne s'en souvient pas. C'est peut-être pire d'une certaine manière. Elle se doute de quelque chose. Son corps sent qu'il s'est passé quelque chose. Mais elle n'a aucune image concrète. Elle aura toujours une incertitude. Que s'est-il passé exactement? Qui était-ce? C'est ça qui la torture le plus. Sabine a été victime d'une substance sournoise, le GHB, également connu sous le nom d'ecstasy liquide. Utilisée à l'origine comme somnifère, la drogue des violeurs est aujourd'hui interdite. Difficilement traçable, elle ne permet pas de prouver la culpabilité du violeur. Généralement, on ne surveille pas son verre en discothèque. Une personne mal intentionnée peut donc facilement y verser quelques gouttes d'une petite capsule. Pas besoin de beaucoup de produits. 2 ou 3 millilitres suffisent. 24 heures après l'absorption, l'ecstasy liquide n'est plus décelable dans l'urine. La police doit donc être informée très vite pour pouvoir demander des analyses. Or, surtout après un viol, la victime est réticente à porter plainte. Et quand elle porte plainte, elle ne le fait généralement que le lendemain. Mais pour des analyses d'urine, c'est malheureusement déjà trop tard. À ce jour, la police allemande n'a enregistré qu'un seul cas de soumission chimique, celui de Fribourg. C'est sans doute à cause des difficultés de détection des produits. Heureusement, de nouvelles méthodes d'analyse ont récemment été mises au point en France.
Désormais, on peut donc déceler les drogues des violeurs des jours, voire des semaines après leur absorption. En 3 ans, la police parisienne est parvenue à élucider plus de 150 cas, dont près de la moitié étaient des viols par soumission au GHB ou à un somnifère. Sophie était la première victime du GHB dont l'affaire a été portée devant les tribunaux français. Son violeur a plaidé non coupable, mais les analyses ont permis de le condamner. Sophie l'avait invité à dîner. Je me suis réveillée quelques heures après, à moitié déshabillée. Ma tête n'arrêtait pas de tourner et j'avais très mal au bas-ventre. J'étais sûre qu'il s'était passé quelque chose, mais impossible de me souvenir de quoi que ce soit. C'est difficile de porter plainte parce qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est vraiment passé. Moi encore, j'ai eu de la chance parce qu'on a trouvé des traces de GHB dans mes cheveux et dans les verres. Le problème, c'est qu'on ne se rappelle rien des faits. Ça revient juste par bribes. Les boîtes de nuit parisiennes mettent désormais leur clientèle en garde contre le GHB. Le célèbre Queen sert même ses verres avec un couvercle. Les victimes de viols par soumission chimique ont un gros problème pour témoigner parce qu'elles sont très culpabilisées et puis aussi parce qu'elles souffrent plus que les autres, parce qu'il y a un moment de leur vie où elles ne savent pas ce qui s'est passé, qui va durer entre 2 et 5 heures. Elles vont avoir quelques flashs de ce qui s'est passé, il y a quelques scènes qui vont leur revenir, qui vont être très spécifiques, où elles vont voir le violeur en action, ou bien elles se retrouveront déshabillées alors qu'elles ne l'auraient pas dû l'être. De plus, on va faire des examens toxicologiques sur leurs cheveux et on va découvrir qu'elles ont été droguées soit avec du GHB, soit avec des benzodiazépines. Ce sont des molécules que l'on trouve dans les somnifères, dans les hypnotiques, dans les anxiolytiques. Donc ce sont des médicaments que tout le monde possède dans sa pharmacie. Et c'est ça qui est très dangereux, puisque n'importe qui peut se servir de ces médicaments pour les détourner de leur fonction. D'autres types de criminels ont également découvert l'usage qu'ils pouvaient faire des médicaments. On sait que les pédophiles utilisent beaucoup de substances GHB ou de benzodiazépines sur les enfants. Le problème, c'est que les enfants ne vont pas se souvenir. Ils vont dire 6 mois après, je me suis endormie dans la maison du monsieur, et on aura du mal parce que ce seront des petits garçons et leurs cheveux seront coupés. Donc on ne va pas retrouver la substance dans les analyses. Le GHB a été mis au point en France en 1961 par Henri Laborie. Conçu comme un tranquillisant, on l'a vite utilisé uniquement comme anesthésique général. Mais l'histoire des somnifères est bien plus ancienne. Elle commence en 1888 dans les laboratoires chimiques des usines Bayer à Wuppertal en Allemagne. Le premier somnifère fabriqué à l'échelle industrielle est le sulfonal. L'odeur nauséabonde qui sort des usines crée de gros problèmes de voisinage. Mais le sulfonal se vend à merveille. À l'ère industrielle, où l'invention de l'électricité transforme la nuit en jour, quantité de gens cherchent à s'anesthésier chimiquement pour oublier leur stress. Grâce au sulfonal, les clients de Bayer pensent renouer avec un sommeil profond malgré leur nervosité générale. En 1902, Bayer sort un nouveau somnifère, le Veronal, qui va faire un tabac dans le monde entier. D'après le fabricant, il n'a aucun effet indésirable. Pourtant, la presse le surnomme très vite le poison des insomniaques. Pendant des décennies, le Veronal sera numéro 1 des 1001 façons de se suicider, notamment chez de nombreuses célébrités comme Max Linder, une des premières vedettes du cinéma muet, très admirée par Charlie Chaplin. Max Linder et sa femme mourront en 1925 à leur deuxième tentative de suicide.